Bonjour à toutes et à tous, je suis Arnaud Moureau, le fondateur de Play International. En fait, Play International s'appelait originellement Sport sans frontières. C'est une association que j'ai créée avec Thibaut Guilhuy et Guillaume Delalande il y a près de 25 ans maintenant. Et sur une idée assez simple qui était de faire du sport un outil de développement au service des enfants les plus démunis. Il se trouve que pendant des années, j'ai fait partie de l'équipe de France de lutte qui m'amenait à beaucoup voyager et à me rendre compte finalement des disparités sociales et économiques des enfants dans tout un tas de pays dits en développement. Et donc l'idée d'utiliser le sport pour les aider à grandir et à se développer est née de cette période-là et de cette expérience-là. Et ce qui me frappait, c'était de voir finalement que les endroits où j'allais, la condition sociale des jeunes était assez complexe. Et ce qui me frappait, c'était de voir que, à l'époque, je me souviens notamment d'une fois où j'étais en Roumanie, j'étais assez frappé par la situation des enfants des rues à Bucarest. Et ce qui me frappait encore plus, c'est que quand on est athlète de haut niveau, on a un peu tendance à être centré sur soi. Et je me disais, il y a quand même un monde entre ma petite condition d'athlète de haut niveau, concentré sur sa forme, son poids, sa performance, et puis la réalité sociale qui est autour de moi, à 10 mètres de moi, dans la rue, dès que je sors de l'hôtel. Je me souviens du jour où je me suis dit, en montant dans le bus pour aller au site de compétition, que dès que je pourrais, je voudrais faire quelque chose pour ces gamins que j'avais vus dans la rue. Et je pense que l'idée de Play, la graine de Play International, elle a été plantée à ce moment-là. Et donc, il se trouve que je faisais des études dans une école de commerce à Paris, et surtout, je passais le plus clair de mon temps à la fois à m'entraîner, et puis l'autre grosse partie de mon temps à m'occuper d'une association de réinsertion en Île-de-France, où on faisait de la réinsertion par le sport de jeunes qui sortaient de prison. J'ai décidé de combiner deux choses, c'est-à-dire ce qu'on faisait à Paris, où on faisait de l'éducation et de l'insertion par le sport, et puis la dimension internationale que j'avais vue. Comme ça que Sport sans frontières est né. Tous mes copains montaient des startups Internet la dernière année d'école de commerce. C'est comme ça que Sport sans frontières est né, comme un projet d'étude en fait, où je me suis dit, voilà, moi c'est ce que je veux faire. On a commencé au Kosovo en 1999. L'association était même pas encore créée à cette époque-là. Un de mes copains s'occupait de l'aide humanitaire avec Bernard Kouchner au Kosovo à cette époque-là, donc 99, très tendu à Mitrovica. Et donc, il nous demandait si on pouvait envoyer du matériel, des équipements sportifs pour occuper les enfants qui étaient dans cette zone de guerre, dans une zone très compliquée et très tendue. On a rempli un plein conteneur de matériel sportif. Et donc, on s'est dit, c'est bien d'envoyer du matos, mais c'est encore mieux de pouvoir envoyer évidemment des éducateurs. Ça paraît une évidence aujourd'hui, mais je peux vous assurer qu'il y a 25 ans, en pleine zone de guerre, se dire qu'on allait faire du sport, c'était déjà un tout petit peu décalé. La première fois qu'une ONG qui n'était même pas encore officiellement créée, on a démarré et on a en fait commencé à travailler sur des programmes qui remettaient ensemble des jeunes du côté albanais, du côté serbe, et ça a été un succès immédiat. J'avais deux cofondateurs que j'ai embarqués dans le projet très rapidement. Il y avait un double projet dans Sport sans frontières dès le début. C'était à la fois un projet à l'international, et puis c'était aussi un projet d'insertion sociale et professionnelle en France, puisque on avait créé tout un atelier où on réhabilitait du matériel sportif et on créait de l'emploi pour des gens très éloignés de l'emploi. Play International, depuis le début, c'était une espèce de projet un peu holistique où on voulait faire la démonstration que on peut avoir de l'impact sur le terrain international, mais on peut aussi avoir de l'impact en France. La dimension française, elle est ancrée dans Sport sans frontières vraiment depuis le début. À l'époque, on réhabilitait du matériel, on l'envoyait à l'international, on envoyait des éducateurs et on envoyait aussi des jeunes, des groupes de jeunes qui allaient construire des infrastructures. Et pendant 4-5 ans, en fait, c'était ça le modèle de Sport sans frontières. C'était vraiment un modèle un peu global. Et on a fait ça pendant un moment sur un certain nombre de pays. Donc, on a commencé au Kosovo, je vous l'ai dit. On l'a fait au Cameroun, on l'a fait au Sénégal, on l'a fait au Maroc, on l'a fait à Madagascar. Et ça fonctionnait assez bien jusqu'au moment où on s'est rendu compte que finalement la vraie valeur ajoutée, elle n'était pas dans le matériel sportif, on a mis un peu de temps à la réaliser, elle était vraiment sur la qualité de l'accompagnement sur le terrain. Il y a eu un vrai tournant dans notre approche, notamment de la pédagogie, lorsque en Bolivie, c'était en 2003 ou 2002, on travaillait sur un projet de prévention du VIH pour les enfants de la rue.
Et donc, on a commencé à construire des programmes de prévention du VIH en déconstruisant ce problème complexe qu'est la prévention, les maladies sexuellement transmissibles, etc. Dans un jeu très simple qui était un jeu de balle aux prisonniers où il fallait toucher l'autre. Et puis, si on le touchait, qu'il avait perdu son flag, qui était le moyen de contraception et de protection, il sortait, passait par un corridor pédagogique, répondait aux questions et re-rentrait dans le jeu s'il répondait bien. Et alors, on a commencé à comparer nos résultats avec ceux d'une autre organisation qui faisait de la prévention du VIH, mais plutôt dans les classes, avec une explication de la maladie, des différentes façons de la prévenir, d'utilisation d'un préservatif, etc. Et on s'est rendu compte, en mesurant 1 mois, 6 mois et 1 an après, que finalement, le taux de rétention de l'information des jeunes qui étaient passés par nos programmes était 9 fois supérieur à ceux de cette autre organisation. Et donc, ça nous a donné à nous, évidemment, la confiance et la certitude qu'on pouvait répliquer cette approche sur d'autres sujets. Et c'était vraiment la grosse première expérience significative. En 2004, gros tsunami, Asie du Sud-Est, énorme mobilisation de tous les pays. Énorme mobilisation du mouvement sportif en France. Tous les matchs de foot, de Ligue 1, de basket, etc., lever de l'argent, etc. Et cet argent, en fait, a été centralisé par le ministère des Sports et le Comité olympique. Et ils ont commencé à chercher des partenaires pour aller opérer après un tsunami. Donc, ils ont demandé à la Croix-Rouge, à Médecins sans frontières à l'époque, à l'UNICEF et puis à un 4e acteur de faire quelque chose. Et puis nous, ils sont venus nous voir en nous disant « Et vous, Sport sans frontières, là, ça vous dirait pas ?» et on a dit banco. Et donc le gros sujet, c'était comment on travaille la réhabilitation des villages où la plupart des enfants sont censés devenir des pêcheurs, sont des enfants de pêcheurs, et ils sont complètement traumatisés par la mer, par l'élément marin, par la plage. Et donc, il y avait un vrai sujet extrêmement douloureux. Et donc, l'idée, c'était, semaine après semaine, de les amener, de rapprocher les petites piscines gonflables le plus près possible de la plage. Au début, on commençait très loin, ils ne voyaient même pas la mer, jusqu'au moment où, après des semaines, on était capable de les mettre sur la plage et même de les faire descendre des piscines pour rentrer dans l'océan. Et donc, ça nous a conforté dans l'idée que même sur des contextes d'urgence, on pouvait, de façon très créative, avec nos éducateurs, etc., faire des trucs super intéressants. Sport sans frontières, à cette époque, c'était vraiment quelque chose de, on va dire, assez créatif, où on n'avait pas de limite mentale. On était vraiment dans cette logique d'innovation, de prendre des risques, de tester des choses et de démontrer, en fait, à un secteur un peu convenu de l'aide humanitaire, que le sport avait vraiment sa place sur des sujets extrêmement difficiles. Et en même temps, on continuait de travailler en France, où même si on avait abandonné, enfin pas abandonné parce qu'on a coupé l'organisation en deux, l'atelier et la réhabilitation du matériel sportif, on continuait à faire des actions de prévention, des actions dans les écoles. On avait un bus à l'époque qui sillonnait la France et qui allait expliquer dans les écoles un peu partout comment le sport pouvait être un outil d'éducation et de développement. Et donc, les 10 premières années de Sport sans frontières, c'était vraiment cette logique de laboratoire, de tester des modèles, d'aller dans des endroits où on ne nous attend pas et de faire en sorte qu'on puisse renforcer nos méthodes et faire la démonstration que le sport était pertinent dans ces différents contextes. En 2009, on a eu un énorme problème de trésorerie qui a failli tuer l'organisation. On est dans une situation où personne ne voulait payer ce qu'on faisait. Les gens adoraient ça, mais ça rentrait jamais dans leur ligne budgétaire. C'était trop différenciant, enfin trop différent de ce qu'ils avaient l'habitude de financer. Donc, on a rejoint le groupe SOS à ce moment-là. On a changé de nom à ce moment-là parce qu'on s'est dit, Sport sans frontières, il y a une dimension humanitaire, un peu on va dire, des Français qui vont expliquer la vie à tout le monde. L'idée, c'était vraiment d'avoir une approche qui soit plus intégrée, plus locale, et qui soit pas uniquement sur le sport, mais qui soit aussi sur le jeu. Donc, c'est pour ça qu'on a bougé de Sport sans frontières vers Play International. On a, à partir de ce moment-là, vraiment remis le paquet sur la pédagogie, sur nos méthodes, et qu'on a commencé à structurer, organiser l'association beaucoup plus. L'idée, c'était vraiment de se dire, OK, on a l'intuition qu'on est sur quelque chose d'important et qui marche. On a 10 ans, un peu plus même à l'époque, presque 15 ans de track record et d'apprentissage. Mais on voit bien que le secteur n'est pas mature, qu'il faut encore faire nos preuves. Donc on est toujours dans cette logique de test and learn, mais de façon beaucoup plus renforcée. Sur la pédagogie, on rentre plus dans le détail. C'est le moment où aussi on renforce, je pense, l'organisation avec des compétences beaucoup plus fines qu'on a aujourd'hui, mais qu'on n'avait sans doute pas à l'époque. Donc l'idée de rester un laboratoire malgré tout,
et de commencer à continuer à repousser les limites en permanence et apprendre, mais aussi de renforcer un écosystème plus large parce qu'on voyait bien qu'il y avait d'autres organisations qui étaient intéressées par ce qu'on faisait et qu'elles gagneraient très certainement à apprendre de nos erreurs, de notre histoire. Et donc, c'est là qu'on a commencé tout l'aspect formation. On a aussi transféré pas mal de nos programmes vers des organisations locales, parce que ça a toujours fait partie du projet, qui était de dire, on est là pour un temps défini, mais on doit faire du capacity building et transmettre des programmes qui seront pérennes au long cours. On a réussi parfois, on s'est planté d'autres fois, pour être sincère. On a dû fermer en Afghanistan pour des raisons de sécurité évidentes il y a quelques années, etc. C'était le moment où on a commencé à vraiment travailler beaucoup plus en partenariat avec des plus gros que nous, avec Handicap International, avec Action contre la faim, etc., de façon à être un peu le poisson pilote, on va dire, le dernier gros booster et la dernière grosse phase qui a vraiment accéléré les choses. Comme vous en doutez, c'est les Jeux Olympiques à Paris. Et ça, c'est vrai que ça a créé un appel d'air extrêmement important. On avait commencé un peu avant que Paris se positionne à travailler avec le CIO parce que justement, on voulait les muscler sur la pédagogie. Donc, on a développé des contenus pour eux qu'ils utilisent aujourd'hui en marque blanche. Le fait d'être ensuite partenaire de la candidature, puis maintenant partenaire du comité d'organisation, ça a continué, je pense, à accroître la visibilité. Et maintenant que du coup la France s'est positionnée sur le sport et l'aide au développement, ça nous a boosté avec des moyens qui sont jamais assez, mais qui n'ont rien à voir avec ce qu'on avait il y a 10 ans et encore moins il y a 20 ans. Pour moi, vraiment, sur cette trajectoire, ce que je retiens, c'est vraiment, au-delà de l'impact qu'on a sur le terrain, cet ADN d'innovation, de prise de risque, de laboratoire qu'on a toujours eu et j'espère qu'on continuera à conserver. Parce que je pense qu'on est vraiment au tout début. Et donc, je pense qu'on a un vrai travail encore à faire parce qu'on est au tout début de ce qu'on peut faire. Je pense qu'on est juste en train d'égratigner la surface de ce qu'on peut faire. Mais on a besoin de faire la démonstration que ce qu'on fait, c'est pas aussi simple que juste mettre une balle sur un terrain et puis des gens autour. Il y a une vraie approche pédagogique. Et je pense qu'on a la chance aujourd'hui, avec le travail qu'on fait sur l'évaluation de l'impact, sur la recherche, etc., de démontrer que à la fois on est extrêmement professionnel, à la fois on est très structuré, de plus en plus structuré, et qu'on a un impact, je pense, que personne pensait qu'on aurait. Et moi, le premier, il y a 25 ans. Pour moi, ce qu'on ne veut pas devenir, c'est devenir une organisation, une institution qui est peut-être plus grosse, mais qui en fait perd de son sel d'innovation. Pour moi, je pense qu'encore une fois, le vrai sel de Play, c'est sa capacité à se remettre en cause, à se réinventer, à réinventer des formats, à inventer des nouvelles approches pédagogiques et à faire la démonstration. Et quand je dis la démonstration, avec vraiment un backup scientifique, avec des preuves d'impact, avec une approche extrêmement organisée et professionnelle de ce qu'on fait, qu'effectivement, l'activité physique ou le sport, si on fait simple, est un formidable outil et d'apprentissage et de vivre ensemble et qu'on a égratigné la surface de ça. Et comme je pense qu'on ne sera jamais Médecins sans frontières, la Croix-Rouge, etc., je pense qu'en fait, nous, il faut qu'on ait des stratégies d'influence très malignes, en fait. Et donc, je pense qu'on doit pas devenir un think tank, c'est pas notre sujet, mais éventuellement être une espèce de think and do tank, c'est-à-dire un truc qui teste des choses sur le terrain, qui est capable ensuite d'avoir des relais locaux via de la formation, via pourquoi pas du conseil à des gouvernements, à des machins, pour justement les aider à mettre en place des vraies politiques sportives, mais basées sur des trucs très concrets. Et à côté de ça, de continuer à apprendre de nos programmes. Moi, j'aime beaucoup l'idée que tous nos programmes doivent nous servir à faire évoluer Play. Donc, je ne vous ai pas dit ce que je faisais par ailleurs, mais en fait, je suis le dirigeant d'une organisation qui s'appelle Ashoka et qui est le premier réseau mondial d'entrepreneurs sociaux. En fait, les entrepreneurs sociaux sont des gens qui sont en permanence en train de repenser la façon d'apporter des solutions concrètes à des enjeux de société, mais qui le font avec un vrai mindset d'innovation, d'entrepreneurs, et pas d'entrepreneurs au sens business, mais d'entrepreneurs au sens de repenser les modèles, quasiment au sens schumpeterien du terme. Comment on déconstruit, on reconstruit et on fait progresser le truc. Et moi, je suis convaincu qu'on doit avoir la bonne taille. Donc, je pense qu'on n'a pas la bonne taille aujourd'hui. Je pense qu'on n'est pas à la taille critique.
Il faut sans doute qu'on la double ou qu'on la triple pour qu'on soit, j'ai envie de dire, bien assis, qu'on ait des ressources et qu'on ait des moyens suffisants. Mais on n'a pas besoin, à mon avis, de devenir une organisation qui pèse de 100 millions, etc. Parce que là, sinon, on va rentrer dans un autre truc qui nous perdra. Moi, je pense qu'il faut trouver la bonne taille, mais qu'on garde cet aspect à la fois d'innovation de laboratoire, mais qu'on puisse gagner en influence vers les politiques publiques, vers les acteurs de terrain. Et voilà, j'aurais tendance à visualiser ça comme trajectoire.